Il se passe en ce moment des événements étonnants, comme on en a rarement vu, accumulés d'un coup au cours de quelques mois depuis plusieurs décennies. Donc, la guerre d'Ukraine, qui n'est pas terminée, qui se continue. Nous avons cette extraordinaire expédition qui a permis aux forces spéciales américaines d'enlever de chez lui, de son palais, le président du Venezuela, Maduro, et de l'exfiltrer aux États-Unis dans une prison de droit commun. Et nous avons des événements d'Iran. Il semble que la planète soit en train de s'embraser en bien des endroits. Alors, je parle de l'Ukraine d'abord. C'est pas terminé. Pas terminé parce que les événements du Venezuela ont très clairement refroidi l'ardeur de Poutine à négocier. Donc elle risque de connaître des prolongations. Nous nous plaçons juste avant ces événements et nous avions en Europe une situation tout à fait extraordinaire. Je dirais, c'était les méchants qui voulaient faire la paix et les bons qui voulaient continuer la guerre et qui veulent toujours continuer la guerre. Les méchants, ce sont ceux que les médias des deux côtés de l'Atlantique désirent en permanence, tous les jours, tous les jours, tous les jours, comme des mauvais. C'est Trump d'un côté et c'est Poutine de l'autre. Et pourtant, ils veulent s'entendre pour mettre fin à cette guerre absurde qui a fait tant de morts et qui n'a servi à rien en définitive, qui est la guerre d'Ukraine. Il y a au moins 1 million de morts et des ravages considérables. L'Ukraine a perdu presque la moitié de sa population. Et qui veut continuer la guerre? Qui veut continuer la guerre? Le président français, Macron. Macron, lui, il veut la guerre. Il veut l'euthanasie. Il veut tout ce qui touche à la mort. Vous avez le président allemand, le chancelier allemand, pardon. Vous avez le premier ministre britannique. Vous avez les Nordiques. La première ministre du Danemark, qui a bien changé depuis avec les affaires du Groenland, disait il faut que la guerre continue encore 4 ou 5 ans, et s'il faut, pour la financer, remonter l'âge de la retraite à 70 ans, on le fera. Je rappelle que c'est une socialiste, hein, c'est une socialiste. Alors maintenant, je crois qu'ils sont en train de réviser leur position par rapport à l'OTAN, mais on y reviendra. Donc, inversion qui, autrefois, on disait que c'était les extrêmes qui étaient euh, des bellicistes qui voulaient la guerre, qui voulaient envahir, qui voulaient détruire, et que c'était les centristes, les gentils, les européistes, les Européens, les démocrates chrétiens, radicaux, socialistes, démocrates, qui étaient plutôt des hommes de paix. C'est comme ça dans les années 30, par exemple. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'Europe de Bruxelles a été construite sur toute une série d'idéaux et sur le slogan «L'Europe, c'est la paix». Or, c'est eux qui veulent continuer la guerre. Et qui veulent continuer, sans aucun espoir d'aboutir à quelque chose, à envoyer des armes à Zelensky pour qu'il continue à se battre, sans espoir de gagner, bien entendu. Et là-dessus est venu l'événement du Venezuela, l'enlèvement du président du Venezuela, bon, qui était un dictateur, mais c'est pas le pire. Il y a des dictateurs un petit peu partout dans le monde aujourd'hui. Euh, c'est un communiste, oui, mais enfin la propriété privée existe. Les gens qui ont des maisons gardent leurs maisons. Il avait nationalisé, son prédécesseur Chavez avait nationalisé les pétroles. Or, il se trouve que le Venezuela a les premières réserves pétrolières du monde. Bon, cette nationalisation a eu des effets totalement désastreux. Elle a fait baisser la production, les installations se sont dégradées, et aujourd'hui, le Venezuela ne produit presque plus de pétrole. Et pour relancer la production, il faudrait des investissements colossaux que personne ne fera actuellement parce que le pétrole est abondant dans le monde et que le prix est bas. C'est assez curieux parce qu'il y a des alarmistes qui vous disent bientôt on n'en aura plus, mais c'est pas vrai. Alors, il reste que même si la gestion du Venezuela est désastreuse,
c'est l'affaire du Venezuela. Et tous les pays du monde ont signé la Charte des Nations Unies qui est dit dans son article 3, je crois, que on ne doit pas s'ingérer dans les affaires des autres pays. Alors, je ne cache pas que j'étais plutôt favorable à ce que faisait Trump sur le plan intérieur et sur le plan extérieur. J'aimais bien son scepticisme sur le réchauffement climatique. J'aimais bien, comme beaucoup, qu'il dise brutalement qu'il y avait que deux sexes, le masculin et le féminin. J'aimais bien l'effort qu'il faisait pour ramener la paix et s'entendre avec Poutine. Mais là, je suis un petit peu choqué, un petit peu perturbé par cette affaire du Venezuela. Il est assez compréhensible si on se place sur le plan de sa logique, qui est l'intérêt des États-Unis, mais l'intérêt exprimé de manière très brutale. Il n'a pas l'habillage d'une idéologie humanitaire comme l'avaient les démocrates. C'est mieux d'une certaine manière. C'est plus franc, c'est plus direct. Et puis il y a eu des morts, mais pas tant et plus. Il y en a eu une centaine, dont 42 Cubains qui ont défendu, qui ont fait leur métier, qui était de défendre le président, mais ils n'y sont pas arrivés. Alors, quel va être le résultat? On ne sait pas trop. Une haine des latino-américains dans leur ensemble à l'égard des États-Unis, elle a toujours existé, elle a toujours existé, mais là, elle va atteindre des sommets tout à fait inimaginables. Euh, D'autant que plusieurs pays ont été menacés d'expéditions analogues s'ils ne cessaient leur complicité avec les très grands trafics de drogue, en particulier la Colombie et le Mexique. Et pour la Colombie et le Mexique, c'est justifié, c'est incontestable que ce sont des pays où transitent, où se produisent des quantités colossales de drogue qui empoisonnent la population des États-Unis, mais pas que les États-Unis, de partie du monde. Ce sont des dangers publics. Est-ce que le Venezuela était aussi impliqué? On n'en est pas certain. On pense que généralement que le but principal, c'était de s'emparer des réserves de pétrole. Alors, il y a déjà une solidarité hispanique. Comme nous sommes des latins, en plus j'ai quelques racines basques, donc je comprends un petit peu. Les Basques sont très répandus en Amérique latine. Euh, c'est, cette solidarité hispanique s'était exprimée à l'égard de Cuba de manière assez curieuse, parce qu'en 1962, quand les États-Unis avaient décrété le blocus de Cuba, à juste titre à l'époque, parce qu'il y avait une menace d'installation de fusées soviétiques, aujourd'hui c'est plus le cas. Quand il y avait eu ce blocus, tous les pays occidentaux l'avaient mis en œuvre, sauf l'Espagne, parce que Franco, le dictateur Franco, avait estimé que sa solidarité avec un pays parlant espagnol, hispanophone, qui était Cuba, devait passer avant toute autre considération idéologique ou autre. Ce qui fait d'ailleurs que Franco, que Fidel Castro n'a jamais toléré que dans son entourage on dise du mal de Franco. Ça étonnera les gens qui ne connaissent pas l'histoire et qui ne voient pas que les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on ne pense. L'expédition de Trump correspond à deux logiques. La première, c'est MAGA, Make America Great Again, donc on rassemble le maximum de richesses, le pétrole du Venezuela et peut-être demain la glace du Groenland. Euh, Simplement, c'est pas la terre entière, c'est uniquement l'Amérique dans une conception très euh, exagérée de la doctrine Monroe, où toute l'Amérique du Nord et du Sud appartiendrait aux États-Unis. Ils vont s'apercevoir très vite que les latino-américains ne vont pas se laisser faire. Et ils risquent, s'ils s'obstinent, une espèce de nouveau Vietnam. Heureusement, Trump a le sens du compromis. Il va certainement trouver un compromis avec ces différents pays. En tout cas, nous le souhaitons. Fondamentalement, vous aurez toutes les bonnes raisons de justifier cette expédition. C'est une mauvaise manière. Mauvaise manière. Dans le monde international, il y a le droit international, qui d'ailleurs n'a pas été respecté en l'occurrence. Vous avez la politique internationale, mais j'ajouterais qu'il y a les bonnes manières aussi. Bonnes manières. Il suffit de relire l'Iliade et l'Odyssée pour voir qu'avant de s'étriper de manière effrayante, les Grecs et les Troyens se respectaient, se saluaient, et jamais, jamais
l'auteur de l'Iliade, qui est un grec, du mal, je crois, obligé d'insulter les Troyens. Je trouve que la guerre, c'est normal. Et puis, ce qui est plus inquiétant dans l'affaire du Venezuela, c'est que par derrière se profile la question du Groenland. Trump n'a pas cessé de répéter depuis un certain temps, mais beaucoup plus ces dernières semaines, qu'il fallait que les États-Unis s'emparent du Groenland. Là aussi, on pourrait trouver une rationalité, parce que le Groenland, c'est un immense territoire, couvert de glace. En profondeur, il y a des richesses minérales qui n'ont pas été véritablement explorées ni exploitées. C'est une ville capitale qui fait 50 000 habitants, c'est pas beaucoup, où se trouvent essentiellement des indigènes inuits, dont beaucoup vivent des prestations sociales fournies par le Danemark. Il reste que si Trump réalise ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire une prise de possession du Groenland, qui pour le moment est une indépendance du Danemark et qui a un roi qui est le roi du Danemark, ce serait une humiliation considérable pour l'Europe. L'Europe est déjà humiliée en Ukraine puisque elle a pris parti pour Zelensky et en définitive les Américains ont cessé de soutenir véritablement Zelensky, veulent faire la paix directement avec la Russie et malgré les cris d'orfraie des Européens, ben, cette paix va se faire sur leur dos. Immense humiliation. Si en plus il y a l'humiliation d'une conquête du Groenland par les États-Unis, véritablement, il faudra se poser la question de savoir quelles sont les raisons de ce déclin qui est non seulement économique, démographique, culturel, mais qui est aussi politique. On avait dit il faut faire l'Europe pour regrouper nos forces pour peser sur la scène du monde, et on s'aperçoit que plus on les a regroupées, plus l'intégration européenne est allée de l'avant, et plus moins l'Europe compte dans le monde, notamment vis-à-vis de son principal allié qui sont les États-Unis. Alors, si cette opération se fait, ça sera probablement la fin de l'OTAN, la fin peut-être du traité de Rome. On pourra ne pas le regretter, mais il reste que les Européens seront tellement abaissés que, non seulement vis-à-vis des États-Unis, mais vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis du reste du monde, que l'esprit de décadence qui était déjà très très fort dans nos contrées va encore s'aggraver et on se demande véritablement où s'arrêtera cette dérive lamentable qui est celle des pays européens dont je rappelle qu'ils sont à l'origine des civilisations principales du monde d'aujourd'hui.